Le 20 août 1994, à Honolulu, à Hawaï, des centaines de familles s'installent dans les gradins d'une salle pour assister à un spectacle de cirque. Les enfants ont les yeux grands ouverts, les parents sourient, la salle est pleine à craquer. Les spectateurs sont installés au plus près de la scène pour voir au mieux les acrobaties et les animaux défiler, lorsque soudain une éléphante entre brusquement sur la piste. Elle est agitée, elle barille avec sa trompe et attrape un mannequin désarticulé qu'elle balance dans tous les sens. La scène est assez étrange, un dresseur en bleu se met en face d'elle comme pour l'arrêter. Puis la foule réalise, le mannequin est en fait un homme, c'est son soigneur et Tyke cherche à le piétiner. D'un coup, la panique devient complète. Les parents tentent de protéger comme ils peuvent leurs enfants au premier rang de l'éléphante qui charge. Les employés du cirque essayent de l'arrêter, mais rien n'y fait. Le dresseur est plaqué au sol et écrasé. Le sable de la piste se tache de rouge. Il meurt sur le coup. Puis au bout de quelques minutes, les premiers coups de feu retentissent, encore et encore. Pourtant, ce jour-là n'était pas une surprise. Pas pour ceux qui connaissaient Tyke, pas pour les autorités qui avaient reçu plusieurs signalements, pas non plus pour les dresseurs qui l'ont vu devenir incontrôlable 3 fois en 16 mois dans 3 états différents. Tout le monde avait vu venir ce moment, et personne n'a rien fait. Alors comment est-ce qu'une éléphante de cirque en arrive à tuer son dresseur en direct devant des centaines de spectateurs ? Pourquoi n'a-t-on rien fait malgré les signes avant-coureurs de cette catastrophe ? Ce que vous allez découvrir va vous faire voir ces images d'une toute autre façon. Voici l'histoire vraie de Tyke, l'éléphante transformée en monstre et tué de 87 balles. L'histoire de Tyke commence loin des projecteurs, des spectacles et des coups de feu. Elle démarre à des milliers de kilomètres d'Hawaï, parce que Tyke n'est pas une éléphante née en captivité. En 1973, au Mozambique, dans le sud-est de l'Afrique, une jeune éléphante est séparée de sa famille. On sait pas exactement comment s'est passée cette capture, les archives de l'époque n'en parlent pas. Ce qu'on sait, c'est qu'elle avait probablement moins de 2 ans. Et qu'à cet âge, chez les éléphants, quitter son groupe et sa mère, ça ressemble pas à une simple séparation. Pour saisir ce que ça signifie vraiment, il faut comprendre une chose, les éléphants ne vivent jamais seuls. Ils évoluent dans des groupes soudés où plusieurs générations cohabitent, dirigées par une femelle dominante, la matriarche. C'est elle qui connaît par cœur les routes de migration, les points d'eau et les zones de danger. Les jeunes apprennent tout d'elle et des autres femelles du groupe. Ce groupe, c'est donc plus qu'une famille, c'est un système de transmission du savoir et de protection collective. Sans lui, un éléphanteau ne sait pas survivre. Et en 1973, en quelques instants, tout ça, ça disparaît pour Tyke. Ce qui rend cette capture encore plus sombre, c'est son contexte, parce qu'à ce moment-là, le Mozambique est en pleine guerre d'indépendance contre le Portugal, dans un chaos total. Aucune convention ne régule encore le commerce des espèces sauvages. Capturer un éléphanteau au Mozambique et l'expédier aux États-Unis, c'est parfaitement légal. Tyke est donc capturé à un moment où rien n'est interdit ni surveillé. Et c'est pas un cas isolé, des milliers de jeunes animaux africains ont suivi exactement le même chemin à la même période, arrachés à leur famille pour alimenter les zoos et les cirques occidentaux. C'est dans ce climat-là que Tyke est embarqué de force sur un bateau cargo et expédié aux États-Unis. Pour un éléphanteau de 2 ans qui n'a jamais quitté sa savane, la traversée de l'Atlantique, ça ressemble à ça. Tyke est immobilisé dans une petite caisse de bois, à peine assez grande pour qu'elle se mette debout. Elle n'en sortira à aucun moment des plusieurs semaines que dure la traversée. Sa caisse est mise dans la cale, la chaleur est étouffante et les moteurs tournent sans arrêt dans un boucan infernal. L'odeur du métal et des excréments la rend malade. Elle n'a aucune stimulation, aucun contact social. Les biologistes décrivent ces conditions de transport comme traumatisantes en elles-mêmes. Les taux de mortalité sur ces traversées étaient très élevés. Tyke s'accroche et survit, et ce qu'elle va vivre par la suite va tout changer. Elle traverse l'océan Atlantique, quitte la chaleur de la savane africaine et arrive finalement dans l'Illinois où elle est prise en charge par la Hawthorne Corporation, une entreprise spécialisée dans la fourniture d'animaux sauvages aux cirques américains. Son fondateur, John Cuneo Jr., est à cette époque le plus grand propriétaire d'animaux sauvages destinés au spectacle aux États-Unis. Son modèle économique est simple. John Cuneo possède les animaux, les loue au cirque avec leurs dresseurs et les récupère entre les tournées. Pour les cirques, c'est pratique. Pour les animaux, ça veut dire une vie entière de transport, de changement d'environnement et d'instabilité. Le dressage de Tyke commence donc. Elle doit être prête pour les spectacles auxquels elle sera forcée de participer jusqu'à sa mort. Et ce dressage repose sur un principe simple, la soumission par la contrainte. L'outil principal s'appelle un aiguillon, un bâton muni d'un crochet métallique bien connu des dresseurs d'éléphants à travers le monde. Il s'enfonce dans les zones les plus sensibles de l'animal, derrière les oreilles, aux chevilles, sous le menton. Des zones où la peau est fine et où forcément ça fait mal. Le concept de cette méthode de dressage, c'est que la douleur crée la peur et la peur crée l'obéissance. It was testosterone fueled. It was guys being tough, being macho. I can beat up a full-grown elephant. I can bring a full-grown elephant to their knees. It was just more the culture back then. They would be beaten until the elephants were screaming, until they gave up.
C'est le modèle standard de l'industrie à cette époque. Et Tyke, comme des centaines d'autres éléphants avant elle, va devoir s'y soumettre. Mais au fond d'elle, quelque chose ne cède pas. Ce qu'on lui apprend à faire n'a rien de naturel. Se lever sur ses pattes arrière, s'asseoir sur un tabouret, s'allonger rapidement sur commande, se relever, recommencer, faire un poirier, la tête au sol et les pattes en l'air. Dans la nature, un éléphant s'allonge 1 ou 2 fois par jour pour se reposer. Dans le cirque, elle doit le faire des dizaines de fois par représentation rapidement, sous peine de correction immédiate. Au début, ça fonctionne. Tyke apprend, elle exécute. Elle monte sur ses pattes arrière, s'assoit sur commande, salue la foule et très vite, elle devient une attraction. Mais quelque chose en elle résiste. Et cette résistance est peut-être pas un hasard. Tyke est une éléphante africaine, ce qui la distingue de la majorité des autres éléphants de la Hawthorne Corporation, qui sont des éléphants asiatiques. C'est une différence qui a son importance. Les éléphants asiatiques sont domestiqués par l'homme depuis des millénaires, en Thaïlande, au Sri Lanka ou encore en Inde. Ils ont une longue histoire de cohabitation avec l'humain. Les éléphants africains, eux, n'ont jamais été domestiqués. Il s'agit de la plus grande espèce terrestre qui existe. Un adulte peut dépasser les 6 tonnes. D'un simple mouvement de tête, il peut projeter un humain à plusieurs mètres. Et malgré sa taille, un éléphant africain peut atteindre 40 km/h sur une courte distance. Tyke n'est donc pas seulement un animal sauvage arraché à sa famille. C'est la membre d'une espèce qui n'a aucun bagage évolutif pour tolérer ce qu'on lui impose et une puissance physique que rien dans un cirque ne peut vraiment gérer. Et ça se voit, dans toute l'histoire de la Hawthorne Corporation, il n'y aura que 2 dresseurs capables de la contenir. Tyrone Taylor et Allen Campbell. Une de ses anciennes dresseuses dira plus tard d'elle qu'elle était profondément malheureuse. En même temps, dès que Tyke refuse d'exécuter quelque chose, elle prend un coup. En 1988, selon des documents officiels du ministère de l'Agriculture américain, un dresseur nommé John Codill est observé en train de la frapper en public au point qu'elle hurle de douleur et se plie sur 3 pattes pour éviter les coups. Interrogé, John Codill reconnaît les faits. Il dit qu'il l'a disciplinée et le ministère de l'Agriculture américain classe l'affaire sans suite. Ce qu'on est en train de créer ici, c'est pas un animal dressé, mais c'est une véritable bombe à retardement. Entre chaque tournée, Tyke retourne au siège de Hawthorne Corporation, dans l'Illinois. Elle est enchaînée dans une grange en béton sombre, les 4 membres attachés, debout dans ses propres excréments, sans exercice, sans stimulation d'aucune sorte, jour après jour, année après année, pendant 20 ans. Plusieurs éléphants attraperont la tuberculose et en mourront. Des dresseurs seront même contaminés. They stayed chained up 22 hours a day. Not being able to wander around and visit and interact and do all the tactile stuff that elephants do so much of in their daily lives with each other. They just weren't able to be elephants. Ce que la science nous dit aujourd'hui, c'est que ces conditions ne sont pas seulement cruelles, elles sont neurologiquement dévastatrices. En 2005, une étude publiée par la chercheuse Gaye Bradshaw documente pour la première fois l'existence d'un syndrome de stress post-traumatique chez les éléphants. Parmi ces symptômes, on retrouve une agressivité imprévisible, des comportements répétitifs compulsifs et une incapacité à réguler leurs émotions. Les mêmes marqueurs neurologiques que chez des humains victimes de traumas sévères. Et les causes identifiées par Gaye Bradshaw sont exactement celles qu'a vécu Tyke. Séparation précoce de la famille, captivité, isolement social, violence. Tyke était donc une jeune éléphante brisée. Pendant plus de 20 ans, elle apprend, elle exécute des numéros, elle survit. Une ville, puis une autre, un cirque, puis un autre. Hawthorne Corporation la loue à qui veut bien payer. Et pendant des années, ça tient, jusqu'au jour où ça ne tient plus. À partir de 1993, quelque chose change. Tyke va montrer qu'elle se souvient de ce qu'on lui a fait. Nous sommes le 22 avril 1993, il reste 16 mois avant le drame final d'Honolulu. Tyke est loué ce jour-ci par un cirque qui se produit dans la ville d'Altoona, en Pennsylvanie. Dans la salle, il y a plus de 3000 enfants venus voir le spectacle. Des classes entières en sortie scolaire, les gradins sont pleins. Le spectacle est lancé et les enfants rigolent quand d'un coup, Tyke refuse d'obéir. Elle tourne en rond dans la piste et charge son soigneur. Puis elle prend de l'élan, défonce les portes d'entrée du bâtiment en arrachant une partie du mur et se retrouve dehors. La police forme immédiatement un cordon autour du bâtiment. Les fusils sont pointés vers l'éléphant et 3000 enfants sont évacués en urgence. Pendant 1 heure entière, Tyke fait les 100 pas devant l'entrée. Son dresseur lui tend des pommes et des carottes pour essayer de la calmer et elle finit par se laisser ramener à l'intérieur. Par miracle, personne n'est blessé. Les dégâts matériels par contre dépassent les 14 000 $. Le lendemain, le ministère de l'Agriculture américain obtient le témoignage d'un employé du cirque. Pendant son séjour à Altoona, Tyke avait également attaqué un dresseur de tigres. 2 incidents en un seul passage. No one was hurt, but she did run. She did cause a spectacle and she did run. And that's when she was known. Then I knew she was a runner. Il avait peur que la prochaine fois soit pire, et il avait raison, mais pourtant personne n'a rien fait. C'était le premier avertissement de Tyke.
3 mois plus tard, un autre incident survient. On est cette fois le 23 juillet 1993. C'est le premier jour de la foire d'État du Dakota à Minot. La foire d'État, c'est l'événement de l'été dans cette région. Des milliers de familles et d'enfants affluent dès l'ouverture. Il y a des manèges, des stands de nourriture, des concours agricoles, bref, une ambiance de fête du village. Et au centre de tout ça, Tyke l'éléphant d'Afrique est une des attractions principales. Cette fois-ci encore, au milieu du spectacle, Tyke échappe à son dresseur, mais ça finira pire que la première fois. Elle se retourne vers son soigneur et le piétine, lui cassant 3 côtes. La foule se met immédiatement à paniquer. Tyke s'élance alors dans les allées de la foire, au milieu des manèges, des stands de bar papa et des familles en train de profiter de leur journée. Les gens fuient dans toutes les directions. And I just called her. Real stern, got her attention the same way I always have, no discipline, and opened up, and I knew I had sacrificed myself. I had to just show her. No hook in hand. Hook was over here, but no hook in hand. She ran up to me like a big dog and just towered above me and let me give her all this love and hugs, and inside I am scared. I'm just heart beating because she just tried to kill someone. Encore une fois, par chance, personne n'est tué. Mais cette fois, un homme est sérieusement blessé. Et la scène s'est déroulée en plein milieu d'une foire bondée d'enfants en plein jour. 2 incidents de plus en plus graves dans 2 états différents en 3 mois. C'était le 2e avertissement de Tyke. In the back of my mind, it was a thought that she could potentially run, hurting someone. At any given point could bolt out and do some damage. Yeah, I didn't feel it was necessary for her to be there because of the potential danger already that she was showing me, and I knew that something could happen. À ce stade, la Hawthorne Corporation et le ministère de l'Agriculture ont tous les éléments en main. Les signalements s'accumulent, les plaintes contre le dresseur Allen Campbell pour cruauté envers l'animal sont documentées, le ministère a des rapports, et pourtant c'est complètement incompréhensible, mais aucune décision n'est prise. Pas parce que personne n'était au courant, mais parce que la loi elle-même ne le permet pas. La loi permet au ministère d'inspecter des cirques et d'infliger des amendes. Mais elle ne lui permet pas d'interdire l'utilisation d'un animal spécifique pour un spectacle. Pour autant, on n'a pas non plus de preuve qu'une amende ait été infligée. Malgré les avertissements, c'est comme si personne ne se souciait de cette éléphante et de ce qu'elle pourrait faire. Tyke est une attraction rentable, et une attraction rentable, on la retire pas de la tournée. You should have had her, away from that. But, greed makes people do stupid things. Tyke repart donc. Le 20 août 1994, Hawthorne Corporation l'envoie à Hawaï pour un nouveau spectacle dans la ville d'Honolulu, devant un nouveau public de familles et d'enfants. Les 2 premières fois, Tyke s'était calmé, mais cette fois, ce sera la dernière. Ce ne sera plus un avertissement. Typically, the bookings that the Hawthorne Corporation made were for an act of so many elephants. And if you didn't have that many elephants, that contract wasn't going to be upheld. Le 20 août 1994 est un samedi. C'est le premier jour du week-end et de nombreuses familles viennent assister au spectacle du Circus International en plein centre d'Honolulu. Ça fait plusieurs jours que le spectacle a lieu. Les gens en parlent et beaucoup veulent y assister. Et ce jour-ci, la salle est pleine. Dans les gradins, on fait s'asseoir les familles avec des enfants au premier rang, afin qu'ils profitent au maximum du show. Mais personne ne s'attend à ce qu'il va se passer. Dans les coulisses, Tyke attend son tour. Elle porte son habit de cirque rouge. Le spectacle commence, les numéros s'enchaînent, mais quand vient le moment de l'éléphante, après les acrobaties des trapézistes, la situation est étrange. Des témoins décrivent avoir entendu Tyke barrir plusieurs fois avant d'entrer brusquement sur scène. Des employés du cirque courent comme pour s'enfuir à son arrivée. Tyke attrape son soigneur avec sa trompe. Elle le soulève, le projette, le piétine. La foule se fige. Dans un premier temps, certains spectateurs pensent que ça fait partie du numéro. Mais très vite, la réalité s'impose, glaçante. Ce n'est pas un numéro. Immédiatement, la salle bouscule dans le chaos. Des centaines de spectateurs bondissent de leur siège et se ruent vers les sorties. Les gens se piétinent, les enfants crient et pleurent. Certains parents soulèvent leurs enfants pour les protéger de la bousculade. Dans cette cohue, au moins une douzaine de spectateurs sont blessés avant même que Tyke ne quitte l'arène. Allen Campbell, son dresseur principal, intervient immédiatement. C'est l'homme qui la connaît mieux que quiconque. Le seul avec Tyrone Taylor qui a toujours réussi à la contenir. Il s'avance vers elle et tente de la maîtriser, de la stopper. Mais Tyke le projette au sol, elle appuie sur son torse de tout son poids et l'écrase. Allen Campbell meurt sur la piste devant des centaines de spectateurs. Son autopsie révélera de la cocaïne et de l'alcool dans le sang. Le soigneur qui était au sol, lui, s'en sort en vie, mais sérieusement blessé. Après s'en être pris aux employés, Tyke cherche à sortir de la salle.
Paul Guncheon était là ce jour-là avec sa femme et ses enfants. Il se souvient d'avoir fui vers une sortie de secours en tirant ses enfants derrière lui, et d'avoir vu d'un coup Taïk charger cette même sortie. Sa famille a fait demi-tour et s'est réfugiée dans les coulisses. Il dira plus tard que cette image, une éléphante de 4 tonnes fonçant vers sa famille, ne l'a jamais quitté. Taïk charge les barrières, les défonce et se retrouve dehors. Dans le parking, un agent du cirque nommé Steve Irano tente en urgence de fermer les grilles pour lui couper la route. Mais alors qu'il essaie de les verrouiller, Taïk charge et les repousse de toute sa masse. Irano est projeté au sol, la cheville brisée. Un policier qui a assisté à la scène ouvre le feu plusieurs fois en direction de Taïk pour l'empêcher de piétiner l'employé. Par chance, ça fonctionne, elle bifurque et s'élance dans les rues d'Honolulu. Les rues du quartier sont bondées de voitures et de piétons. On est un samedi après-midi en plein centre-ville, des gens font leurs courses, des familles se promènent, personne ne s'attend à voir débouler une éléphante d'Afrique au coin de la rue. Taïk charge les véhicules garés, elle les percute et les défonce. Elle traverse plusieurs rues et dévale les trottoirs. Les piétons fuient dans toutes les directions. Certains se réfugient dans des commerces, d'autres grimpent sur des voitures pour s'écarter de sa trajectoire, des conducteurs freinent brutalement et abandonnent leur voiture sur la route. Des dizaines de personnes sont blessées. La police la suit en voiture et à pied mais ne peut rien faire. Personne à Honolulu n'a de tranquillisant adapté à cette taille. Et même s'ils en avaient un éléphant sous sédatif peut continuer à charger pendant plusieurs minutes. Les policiers prennent alors leur décision. Ils ouvrent le feu. Taïk reçoit une première balle. Elle continue de courir. Une deuxième. Elle ralentit légèrement. D'autres balles pleuvent. Le sang coule. Elle trébuche. Elle met un genou à terre. Les policiers s'arrêtent. Ils pensent que c'est fini. Puis Taïk se relève. Il recommence à tirer. Elle titube, reçoit encore des balles, ralentit encore. Dick, right now they're preparing to shoot the elephant again. They're behind us, behind the crowd. What they're trying to do is clear the area before they shoot the elephant. The elephant is down. Elle s'effondre sur ses deux genoux. Sa tête se balance de gauche à droite. Les policiers s'approchent prudemment, puis Taïk se relève à nouveau. Ça dure comme ça pendant près d'une demi-heure. Une demi-heure pendant laquelle des dizaines de témoins regardent une éléphante criblée de balles se relever encore et encore dans les rues ensanglantées d'Honolulu. Une demi-heure pendant laquelle les policiers vident chargeur après chargeur sur un animal qui refuse de mourir. Les passants qui ont assisté à la scène diront plus tard ne jamais avoir rien vu d'aussi insoutenable. En tout, les policiers d'Honolulu ont tiré 87 balles avec leurs armes de service. Des armes qu'ils avaient sur eux comme des pistolets ou des fusils à pompe, conçus pour les humains et pas pour un animal de 4 tonnes. Finalement, Taïk s'effondre contre une voiture garée. Elle barille une toute dernière fois, puis se tait. Personne ne tente de l'approcher. Elle se vide de son sang lentement, pendant près d'une heure sur le bitume chaud, sous les yeux de témoins qui regardent sans pouvoir intervenir. I remember seeing like a tear stain coming from her eye, and I remember that, that struck me as like she was crying, why did they have to kill me, Son corps est chargé sur un camion avant d'être jeté dans la décharge voisine, comme une ordure, comme si elle n'avait été qu'un meuble qu'on jette parce qu'il fait vieillot. Mais cette mort dans les rues d'Honolulu, auquel des dizaines de passants ont assisté, va provoquer quelque chose que personne n'avait prévu. Dans les heures qui suivent la mort de Taïk, Honolulu est sous le choc. Les images tournées par les spectateurs et les journaux commencent à circuler. Les journaux télévisés diffusent les images de l'arène, de la course-poursuite, des tirs dans la rue. Et très vite, une question s'impose partout. Comment a-t-on pu en arriver là? Ed Migley, le propriétaire du Circus International qui louait Taïk ce jour-là, déclare publiquement le lendemain. Taïk avait toutes les caractéristiques d'un tueur. C'était une erreur de la présenter dans un cirque. Il accuse indirectement Hawthorne Corporation. Son dirigeant, John Cuneo Jr., ne nie pas les faits. Il ne les reconnaît pas non plus. Il fait simplement comme si rien ne s'était passé. Il règle les plaintes à l'amiable, paye une amende de 12 500 $ et continue. Parce qu'aussi choquant que ça puisse paraître, la mort de Taïk ne l'arrête pas du tout. Il continue pendant 10 ans à louer ses éléphants et à accumuler des infractions pour leur mauvais traitement. Punitions physiques, conditions d'enchaînement insalubres ou encore soins vétérinaires insuffisants. C'est qu'en 2004, 10 ans après la mort de l'éléphant dans les rues d'Honolulu, que John Cuneo Jr. est condamné à payer 200 000 $ d'amende. Il se voit ordonner pour la toute première fois de l'histoire américaine de cesser totalement d'exhiber ses éléphants. Les 16 éléphants restants de Hawthorne Corporation sont transférés vers des sanctuaires. Pour autant, John Cuneo Jr. n'a jamais été condamné pénalement.
Mais dans l'opinion publique, l'impact est tout autre. Ce qui s'est passé dans les rues d'Honolulu marque un vrai tournant dans la façon dont le public regarde les animaux sauvages dans les cirques. Une question va s'imposer de plus en plus fort dans les consciences. Jusqu'où a-t-on le droit d'aller avec un animal aussi intelligent qu'un éléphant pour divertir le public? Parmi les policiers qui ont tiré sur Tyke, l'un d'eux deviendra un militant actif pour l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Des centaines de témoins garderont de cette journée un traumatisme durable. Des gens qui n'ont plus jamais voulu entendre parler du cirque par la suite. Résultat, depuis le 20 août 1994, aucun cirque n'a redemandé de permis pour se produire avec des animaux sauvages à Honolulu. Et en 2018, 24 ans après la mort de Tyke, Hawaï devient le deuxième État américain à interdire formellement l'importation d'animaux pour la production de spectacles. Le nom de Tyke est alors explicitement mentionné. Pour le reste du monde, il faut être honnête, Tyke n'a pas tout changé à elle seule. En 2011 se produisait aux États-Unis le massacre d'une cinquantaine d'animaux exotiques qui ont été libérés dans les rues de Zanesville. En 2016, c'était au tour du gorille Harambe de se prendre une balle dans la tête après qu'un enfant soit tombé dans son enclos aux eaux de Cincinnati. On a déjà parlé sur la chaîne de ces deux autres histoires tragiques que je vous invite à aller voir si vous ne les connaissez pas et qui ont la même origine que celle de Tyke. L'exploitation d'animaux sauvages pour le divertissement de l'homme. En fait, ce qui est le plus choquant, c'est peut-être la banalité de l'histoire de Tyke dans l'industrie du cirque. En France, l'utilisation d'animaux sauvages dans des cirques itinérants est encore utilisée jusqu'en 2028. On parle entre autres de près de 200 lions et 200 tigres. Mais les places en refuge manquent et les conditions d'application de la loi sont floues. Samba, la dernière éléphante de cirque en France qui avait une histoire similaire à celle de Tyke, a par exemple été envoyée finir ses jours dans un cirque en Hongrie. 30 ans après la mort de l'éléphante, la route est encore longue. Mais malgré tout, Tyke est devenu un symbole. En 2015, un documentaire lui est consacré sur Netflix. Aujourd'hui, une trentaine de pays ont interdit les animaux sauvages dans les cirques. L'histoire de Tyke, c'est donc pas celle d'un monstre dangereux. C'est l'histoire d'un animal parmi les plus intelligents de la planète, qu'on arrache à sa famille encore bébé et qu'on torture physiquement et psychologiquement pendant 20 ans pour lui faire des numéros devant une foule ébahie. Personne n'est le seul responsable. C'est un système entier qui a failli depuis la savane du Mozambique jusqu'aux rues d'Honolulu. Dans la nature, une éléphante vit une soixantaine d'années. Elle parcourt des dizaines de kilomètres chaque jour. Elle est entourée de ses proches. Tyke n'a rien connu de tout ça. Elle a connu Houghton Corporation, les chaînes, les coups, le béton et les projecteurs. Cette vie a fini par la briser complètement au point d'être prête à tout pour s'enfuir et en finir avec le cirque. Si cette histoire vous a marqué, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est une histoire difficile mais importante. À la prochaine.